que les fameux 1% d'1% sont la cause, pensez-vous que la solution puisse être de les envoyer tous sur Mars? Bon, monsieur Trump, c'est admirable votre question. Justement, ça, je l'avais prévu. Monsieur Trump, la première chose qu'il ferait, c'est de demander à la NASA de se retourner vers l'espace et d'aller sur Mars. C'est d'ailleurs exactement au moment où il faut l'envoyer. Ça, c'est pas une excellente. C'est très amusant parce que, comme vous le savez, la NASA a été détournée par, depuis pratiquement Clinton, en tout cas, et même, je crois, Bush père, vers l'étude de la Terre, puisqu'on avait fini l'exploration. Et aussitôt, ça c'est absolument admirable en cosmologie politique, aussitôt l'idée c'était non, la NASA ne va plus s'occuper de ses affaires de Terre, elle doit retourner à sa mission qui est l'espace. Donc vous avez. Et les 1% du 1% qui sont un peu un cliché mais quand même utile, ils travaillent justement sur Mars. C'est eux qui poussent Trump à relancer le projet sur Mars. Ce qui est une autre façon de dire, c'est pas les 9 milliards d'humains qui vont y aller. Donc vous restez là, mais nous on s'en va. À l'inverse de la question précédente, est-ce qu'on peut dire que la pensée et l'action des zadistes du côté de Nantes est dans la logique de ce que vous écrivez et de ce que vous dites? Oui, je les cite 2 ou 3 fois. C'est pas mon style, hein, mais ils travaillent exactement. En tout cas, ils ont marqué le tournant. Les territoires sont à défendre. Est-ce qu'ils le défendent de la meilleure façon? Est-ce que la question des procédures de décision, ça c'est une autre affaire qui va être décidée. Je préfère ne pas être dans les petits souliers de ceux qui doivent prendre ces décisions, mais la ZAD est le drapeau, disons, qui dit là on arrête. Donc en ce sens-là, je pense que c'est extrêmement important. Je ne suis pas du tout sûr de Bure par contre, mais la ZAD de Nantes, je pense que c'est extrêmement important. Bure par contre, c'est tout à fait différent parce que là il s'agit au contraire de finir un cycle qui est dangereux et qui ne pas faire Bure. Donc je n'ai pas les mêmes avis sur les deux, mais dire, en tout cas le principe de ZAD, c'est une façon de refaire de la politique, c'est une des définitions du territoire, une fois derrière. C'est pas la seule, il faut trier dans toutes ces. Mais en fait, tout le monde a déjà basculé vers le terrestre. Et tout le monde, je suis sûr, si on interroge les gens qui sont ici, soit par la nourriture, soit par le logement, soit par l'éducation, tout le monde se dit, mais non, on ne va pas continuer à se moderniser, puisqu'il n'y a pas de terre qui correspond à la modernisation. Et pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas tellement envie de revenir aux identités nationales et ethniques. Donc c'est bien quelque chose d'intermédiaire. Vous êtes donc partisan de l'enfouissement nucléaire à Bure? Je ne suis pas partisan, mais je ne suis pas partisan de l'arrêt des recherches sur qu'est-ce qu'on fait de tout ce bazar dangereux. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pour ça, monsieur, je voulais vous demander votre avis et votre réflexion sur Trump, justement. Ces idées bonnes ou mauvaises, est-ce que ça, c'est pas comme une bombe pour faire... J'espère que ça va faire changer les mentalités de tout le monde et les réactions. Est-ce que c'est pas un espoir? Les élections d'hier, d'avant-hier, oui, au Sénat américain, je trouve que vous avez raison. Il faut se méfier de ces effets, de ces espoirs de la politique du pire. Ça aurait été mieux si ça n'avait pas été. Mais enfin, il clarifie quelque chose de vraiment très important et qui est clair, en tout cas dans le domaine là où j'essaie de travailler, le fait que quelqu'un déclare une guerre, finalement, c'est une déclaration de guerre, finalement, c'est de dire la question, le monde commun, je vous envahis avec mon CO2. Comme nous, d'ailleurs, nous envahissons tranquillement les autres pays, nous enfonçons les îles du Pacifique, dans le Pacifique, sans du tout leur demander leur avis. Mais bon, ça, on trouvait que c'était formidable, ça. Tandis que maintenant, c'est à nous qu'on déclare que la puissance la plus importante, celle qui est la plus adaptée à trouver des solutions, nous déclare la guerre. C'est pour ça que j'ai été très amusé au 14 juillet de voir Macron et Trump ensemble devant les troupes. C'était un lien avec le général de Villiers qui était là hier. C'était assez amusant parce qu'en fait, c'était deux ennemis qui regardaient des armées. Nous sommes en guerre.
Mais ça ne peut pas éveiller les autres puissances, justement. Enfin, faire réfléchir. Ça a réussi cet extraordinaire effet, c'est que le président Macron, totalement inintéressé apparemment par la question écologique, le lendemain, se mettait à faire de la politique avec l'écologie. Et il continue. Donc là, en ce sens, c'est un effet, vous avez raison complètement, c'est un effet de Trump. Make America Great Again, c'est 2 jours après. Donc voilà, ça convertit, tout le monde s'aperçoit que la question climatique est la question politique par excellence. Et ça, personne ne l'avait vu avant Trump. Ben, on l'avait vu, mais bon, c'était pas partagé. Maintenant, c'est partagé. Maintenant, c'est partagé. Oui, pour en revenir à l'être humain, si finalement l'être humain ne peut plus être un chasseur-cueilleur, ni non plus maître et possesseur de la Terre, quel est à votre avis le nouveau paradigme? Mars. C'est la question complémentaire sur Mars. C'est ça? Être un cosmonaute à se geler dans un espace sinistre à des milliers de kilomètres, effectivement, c'est un humain pas super intéressant. Mais je ne peux pas répondre à une question pareille, mais elle est immense. Mais on a quand même les ressources d'inventer des modèles d'humanité et de civilisation. On a fait le boulot déjà plusieurs fois. Ce qu'il faut, c'est que cet idéal de modernisation n'attende pas trop de revenir sur des décisions. C'est très amusant, c'est que autrefois, vous vous rappelez, on parlait des sociétés archaïques qui avaient de la peine à changer. On disait, mais ils sont retranchés dans leurs habitudes, et c'est la preuve que c'est des sociétés archaïques. Nous sommes une société archaïque, on est incapable de bouger rapidement. Alors, il y a des raisons. Une fois qu'on a fait des tramways, des trains, des machins, des tunnels et des trucs, c'est plus difficile, il faut reconnaître. Mais c'est pas ça qui nous paralyse. Parce que si vous considérez, moi je suis un peu historien des techniques, là, en 4 ans de guerre, entre 40 et 45, on a modifié à peu près toute la gamme de nos équipements, sans parler de l'atome, médicaux, les radars, c'est absolument colossal. En 4 ans. Combien de temps il faut pour modifier la situation même s'il y a toutes les dépendances au sentier qu'on connaît, il ne faut pas plus de 10 ans, et en plus, comme l'a montré le rapport Stern il y a quelques années, c'est pas très cher. Nous sommes parfaitement capables de résoudre la question, c'est pas une énorme question. La question est entièrement mentale. C'est une question, c'est les modernes, quand nous nous considérons comme modernes, nous sommes insensibles à la question du climat, du mouvement climatique. Quand je dis climat, c'est très général. Intouchable, en un certain sens, religieux. Religieux, c'est-à-dire les modernes ne peuvent pas être touchés par une nouvelle épreuve. Les évangélistes américains caricaturent ça en disant Dieu nous a promis qu'il n'y aurait pas de deuxième déluge, mais au fond, même dans les pays développés, c'est la même idée. Une fois qu'on est modernisé, rien ne peut nous arriver. Nous avons le droit d'être modernisés. Si on nous dit, mais non, finalement, non, pas du tout, il faut vous terrestrialiser, alors là, on est vraiment, d'abord, c'est une régression selon l'ancien système, et alors que c'est une progression, mais encore faut-il définir vers quoi on va. Donc, plutôt que poser la question, quel est le genre d'humain, je poserai la question, quel est le paysage, le territoire à occuper. Et c'est ça qui m'intéresse dans la fin du livre. Et je pense que ma solution est une solution assez bizarre. C'est de retrouver la tradition des cahiers de doléances. Au fond, on ne peut pas répondre à cette question. C'est-à-dire, on ne peut pas répondre à la question si on ne fait pas le travail de redescription. Ce travail de redescription des appartenances territoriales et des injustices territoriales a été fait de janvier à juin, à mai 1789, par les 20 millions de Français que nous étions alors, en 5 mois. Pendant 5 mois, les Français ont été capables de dire village par village, métier par métier, voilà les injustices territoriales, et voilà ce qu'il faut faire. Oui, mais c'est un parallèle amusant, cette histoire de cahier de doléances. Pardon ? Cette histoire de cahier de doléances, c'est parfaitement contemporain avec l'arrivée des migrants européens aux États-Unis et cette appropriation extrêmement violente contre les natifs de là-bas. Et puis, cette idée que la terre nous appartient, on va la bouffer, on coupe tous les arbres, on bouffe tout, on détruit tout, et après nous... le déluge. Oui, c'est les montagnes. Oui. Alors donc, il
il y a quand même toujours... Quel est le rapport que vous faites avec le cahier de doléances? Eh bien, un rapport temporel, c'est exactement la même époque. Hein. Bah, oui, mais... Ici, on se préoccupe à cette époque-là d'améliorer le monde, en quelque sorte, de réduire les inégalités, ou je sais quoi, enfin, pour simplifier. Et puis, de l'autre côté, on envoie tous nos migrants là-bas, qui étaient pas contents, ou je sais pas quoi, pour qu'ils s'approprient l'Amérique. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ah oui, Dieu était avec eux quand même. Ah, grâce à Dieu. C'est Dieu est toujours avec eux. Et pour la très grande gloire, regardez, il n'y a pas de changement. Mais il est avec nous aussi. Hein. Dieu, oui, mais il est avec les Américains, il est sur leur billet de banque. Sur le billet de banque. C'est intéressant la Dieu sur le vous billet. faites, parce que Et d'ailleurs, vous parliez du pape. Mais regardez comme le pape, il est hors sol, il est au-dessus du territoire. Il est pas... Les États du pape, ça n'existe plus. Hein? le Vatican est un des États qui était à la COP, hein, quand même. Il est territorial. C'est un pape argentin, de toute façon. Il est du côté de ceux qui ont été... Enfin, il est dans un état de ceux qui ont subi cette prise de terre terrifiante, etc. Ça compte beaucoup dans l'interprétation qu'on peut faire de cette encyclique. Je ne dis pas les encycliques d'habitude, vu que c'est là. C'est là le particulier. Moi, c'est intéressant le lien que vous faites avec la prise de terre à l'américaine, parce que, évidemment, c'était possible avec une idée précisément d'espace infini. Alors, c'est ça qui a changé. Donc, la question de monsieur, c'est qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de retrouver une civilisation de finitude et en même temps d'infinitude, mais tout à fait nouvelle, parce que on sait que là, en ce moment, je travaille beaucoup avec mes amis scientifiques de la Terre, de Gaïa, justement. En fait, on est dans une situation d'ignorance très grande et on apprend tous les jours des trucs et la Terre multiplie. Donc, c'est là où il faut bien comprendre que la situation est grave. Non, la situation est tragique, mais elle n'est pas grave, si je veux dire. Elle est la découverte d'un nouveau monde, d'un nouveau monde. Et donc, les choses reviennent intéressantes dans tous les sujets. Les arts, la politique, la religion, le droit, qu'est-ce que c'est que le droit italien, etc. De même que nos prédécesseurs ont fait à Strasbourg, au XVIe, au XVIIe siècle, ces mêmes transformations pour comprendre ce truc complètement bizarre qu'il y a un monde au milieu de l'Atlantique. Maintenant, c'est pas qu'il y a un monde au milieu de l'Atlantique, c'est que c'est un nouveau monde sous nos pieds. Et c'est aussi intéressant, et c'est beaucoup plus compliqué, parce que justement, on ne peut pas faire ce que vous dites que les Américains ont fait. On ne peut pas simplement saisir, c'est nous qui sommes saisis. Et c'est nous qui sommes dans la main. Donc ça change un peu les choses. Et ça ouvre un immense espace de création, c'est ça qui est bien. L'éblouissement qu'on a quand on lit les sciences de la Terre, c'est extraordinaire. J'ai une question à ce propos. Vous avez proposé et même expérimenté une façon de faire vivre Gaïa sur une scène où les entités naturelles comme l'océan ou la forêt amazonienne ou la cathédrale de Strasbourg auraient la parole pour dire... Ah, j'ai pas été la cathédrale. Est-ce que vous pensez que ça peut être un style de travail qui serait plus vivant pour faire comprendre ces choses? Est-ce qu'on pourrait organiser des ateliers de ce genre? J'ai fait beaucoup d'expériences. D'ailleurs, je reviens le 23 mars à Strasbourg pour jouer cette même scène, enfin une partie de cette scène. Oui, parce que il y a plusieurs questions. C'est la question de la représentation des êtres ci-devant naturels m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Et j'ai proposé des tas de solutions diverses, le théâtre, mais aussi la reprise de la notion même d'une assemblée représentative qui a occupé l'imaginaire politique depuis très longtemps dans nos traditions, qui a occupé évidemment depuis très longtemps dans les autres traditions ethnographiques, les palabres. Il y a 1000 façons qui ont été apprises par les civilisations de représenter les êtres autres que les humains. Mais il faut connaître que la philosophie politique moderne, disons, est assez peu adaptée à la cathédrale. C'est plus... je suppose que le conseil de fabrique, il existe, je suppose qu'il y a un conseil de fabrique, il est parfaitement capable de faire parler. Le problème, c'est que c'est déjà fait. Il y a un conseil de fabrique qui fait parler la cathédrale de Strasbourg contre les gens qui veulent remettre une deuxième flèche. Je ne sais pas si vous avez le projet ici de le faire, mais nous on l'a à Paris à la cathédrale Saint-Denis. Donc, faire parler les êtres naturels et non humains, c'est ce qu'on fait tout le temps. Il n'y a pas un
vigneron qui ne parle pas, qui ne fait pas parler son sol et son vin. Donc c'est pas un problème du tout de métaphysique, c'est un problème d'organisation politique. Et quand j'ai fait, avant la COP représentant d'une nation, on a fait